Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et je vais commencer par vous dire que ça meule à Osaka. Il fait quand même moins froid que chez vous en réalité en France, mais on tourne aux alentours de 0 la nuit et bon, j'ai le petit chauffage d'appoint dans le bureau, certes, mais pour éviter qu'il y ait ce petit bruit, ce petit fond sonore en fond de vidéo, pour qui vous pourrait vous déranger un petit peu, je l'éteins pour la vidéo. Du coup, je vais essayer de faire un menu très très court avant de me cailler les bijoux de famille. Ouais. Donc bah, fort heureusement, 2025 commence très 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 doucement. On a déjà parlé un tout petit peu lors de l'introduction de la vidéo de la semaine dernière. Et encore une fois, du coup, bah, il y a finalement assez peu de projets super intéressants cette semaine. Hein. Vraiment, vraiment un début d'année assez mou du gland, hein, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, on aura un petit dessert. On fait un tout petit peu le forcing en termes de score. Il a tout à fait sa place dans les desserts. En termes d'intérêt, pour ma part en tout cas, pas tant que ça, mais disons que c'est un éditeur qu'on connaît bien, qui fait toujours des très très gros scores, mais qui généralement m'intéresse assez modérément pour ma part. Je vous donne un gros indice sur l'identité du dessert en question. Mais on a aussi quelques petits projets assez intéressants, notamment dans les plats principaux, notamment pour ce qui est de jeux dotés d'une petite VF, et ça fait plaisir. Du coup, bah, sans plus tarder, entrée, plat, dessert, comme à l'accoutumée, hein, les trois parties qui composent ce menu crowdfunding, quoiqu'il n'y a pas toujours de dessert, il y en a quand même un cette semaine, c'est déjà ça, par ordre d'intérêt croissant, d'intérêt subjectivo-objectif. Vous connaissez un petit peu la musique depuis que vous êtes là. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes nouveau, bah, bienvenue sur la chaîne, en espérant que le menu crowdfunding vous plaise et que vous y trouverez toutes les informations que vous souhaitiez. On est parti! On commence tout de suite avec une première campagne qui nous vient de Queen Games. Hein. Que serait un menu crowdfunding sans une campagne de Queen Games? L'éditeur américain nous pond son 81e projet Kickstarter. On les connaît pour bien des jeux, y compris la fameuse série des cités par Stefan Feld. Ils en sont à quoi, 12, 13 épisodes, un truc comme ça. On a vu d'ailleurs un épisode assez récemment, mais de temps en temps ils nous pondent aussi un jeu dans leur gamme Family and Friends. C'était le cas pour Dabawala par exemple, et donc c'est avec ça un peu qu'ils nous reviennent également pour ce qui est de Star Explorer, leur nouvelle mouture, sachant que Queen Games, si mes souvenirs sont bons, ils ont deux pages sur Kickstarter. Et du coup, on ne retrouve pas forcément toute leur campagne sur celle-ci, si mes souvenirs sont bons. Bref, principalement, leur dernière campagne était orientée justement vers la série de Stefan Feld avec les différentes cités, où on avait donc vu Amsterdam, on avait Marrakech, on avait vu Nassau, Katmandou, Hambourg, Amsterdam, etc. Mais de temps en temps, ils ponctuent ça de quelques jeux parfois pré-édités, comme Shogun ici, ou de nouveautés plus ou moins familiales, comme c'est le cas avec la Family and Friends, la gamme Family and Friends, dont le dernier épisode en date était Dabawala Mumbai Food Express. Et donc c'est dans cette nouvelle gamme que s'inscrit Star Explorer. Comme à l'accoutumée, Queen Games nous pond des campagnes très très courtes. Hein, vous le voyez, il ne reste désormais plus que 5 jours avant la fin de la campagne, alors que la campagne s'est lancée il y a de ça 2-3 jours, donc vraiment une campagne très très courte. 180 contributeurs pour l'instant se sont réunis sur le projet du jeu réalisé par Lukasz Szpoka. C'est un jeu qui dispose d'une VF, donc ça aussi c'est bon à savoir. Un jeu très familial, très accessible, c'est pour 1 à 4 joueurs pour 8 ans et plus, pour des parties de 30 minutes approximativement. Et vous vous en doutiez un petit peu de par le titre, de par l'aspect un petit peu visuel aussi, on va partir à la recherche d'étoiles et de constellations. C'est visuellement plutôt joli, ça m'évoque un petit peu la thématique bien sûr de Ad Astra, qui était un des jeux de Mind Clash Games, certainement le jeu de Mind Clash Games le plus accessible à l'heure où je vous parle, qu'on a pu tester à plusieurs reprises avec Xavier. C'était accessible, ça c'est clair. Est-ce qu'on y retrouvait l'âme d'un Mind Clash Games? Bon, finalement, la réponse elle est compliquée à trouver, dans le sens où on a beaucoup aimé nos 2-3 parties, mais on ne l'a plus ressorti par la suite. Donc voilà, jeu agréable, mais peut-être un petit peu trop oubliable comparé à leurs œuvres habituelles, on va dire. On verra bien si Star Explorer rencontre un succès plus conséquent que la dernière mouture donc mentionnée de Mind Clash Games.
mais en tout cas un jeu accessible, familial, plutôt joli, plutôt agréable à l'œil. Et en plus de ça, la campagne vous propose aussi de mettre la main sur d'autres jeux de Queen Games. Alors on ne sait pas exactement pourquoi. En plein milieu de la campagne pour Star Explorer, pof, on vous pond Merlin, la Big Box, avec des game trays, etc., avec les extensions. On retrouve également Arthur, Knights of the Round Table, Morgana par exemple. Juste en dessous, on retrouve aussi Alhambra, parce que pourquoi pas, soyons fous. On retrouve aussi Moonlight Market, encore un jeu dans la Family and Friends, hein, la gamme Family and Friends, ou encore le plus récent, Dabawala par exemple. Bref, ils nous pondent d'autres jeux de leur gamme Family and Friends au cours de cette campagne. On ne sait pas exactement pourquoi, il n'y a pas tellement de justificatifs, et il n'y a pas tellement non plus d'explications concernant le gameplay de Star Explorer lui-même, si ce n'est un petit paragraphe, voilà, ici, vraiment très très rikiki, comme disait ma maman quand j'étais tout petit. Voilà donc pour ce qui est de Star Explorer, 180 contributeurs, 5 jours avant la fin de la campagne. Je vous disais tout à l'heure que serait une session de Moon Crowdfunding sans un jeu de Queen Games. Il en va de même en réalité pour Compass Games, qui est aussi un fidèle client du Moon Crowdfunding. C'est quasiment un projet par semaine aussi pour cet éditeur américain qui nous fait exclusivement ou quasi exclusivement des jeux de game, des wargames. Je dis quasi exclusivement parce que on a eu quelques micro, semi-exceptions, pourrait-on dire, avec par exemple Stellar Horizons 2, mais sinon, en règle générale, c'est quand même du wargame dans tous les sens, et du wargame, tout ce qu'il y a de plus classique dans le terme, hein, vraiment du truc très très aride visuellement. Vous le voyez, c'est encore pas une exception ici, avec Spring Prelude, qui en est à peu près à 100 contributeurs 8 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 2 joueurs, c'est une complexité médiane, pour des parties qui vont de 2 à 8 heures. Donc il faut prévoir une plage horaire assez conséquente, avec potentiellement la bonne surprise de pouvoir sortir d'autres jeux si jamais la partie est courte, à voir. Mais ouais, la plage horaire est quand même assez large pour le coup. Voilà donc pour Spring Prelude, 100 contributeurs, 8 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec le troisième projet de Woodstock Games. Il s'agit cette fois de Dice Fights et de l'extension Heal or Steal. En fait, c'est une seconde extension, enfin une seconde édition qui s'accompagne, d'une nouvelle extension. On avait déjà vu Woodstock Games il y a quelques temps pour simplement Dice Fights Roll the Box, donc le jeu de base, ainsi que Terraform, pour le coup, dont j'ai absolument aucun souvenir. Ah, c'est parce qu'il n'a pas encore été lancé, bientôt en ligne. Ok, c'est leur prochain projet. Donc en réalité, jusqu'à maintenant, Dice Fights était leur seule campagne, dont ils lancent une seconde édition, plus extension Heal or Steal. Le concept est marrant, ça va pas non plus casser trois pattes à un petit ornithorynque du Grand Nord, tétraplégique qui plus est, parce que ça arrive. 92 contributeurs se sont massés sur le projet. 5200 € d'engrangés, donc c'est financé 16 jours avant la fin de la campagne. Ça paye pas de mine, hein, vous le voyez, en gros vous avez une boîte cubique, et ça va avoir son importance, dans laquelle vous avez masse de dés, des dés qui vous serviront pour l'attaque, pour la défense par exemple, pour vous soigner également, notamment avec les dés qui sont disponibles dans cette nouvelle extension. Il y a aussi du vol, on pourra voler, alors quoi, du PV, enfin des points de vie, enfin des points de vie, ou peut-être de l'or, parce que on va aussi engranger, encaisser de l'or pour acheter de nouveaux dés. Et en fait, c'est un petit peu le principe de ce dé, enfin pas de ce dé, de ce jeu, qui est aussi un dé d'ailleurs. Mais on va donc accumuler de l'or, on va lancer des dés, on va attaquer et se défendre, on va accumuler de l'or qui nous permettra d'acheter de nouveaux dés pour pouvoir encore plus attaquer, encore plus défendre, etc. etc. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le dé, enfin j'ai vraiment du mal aujourd'hui, la boîte elle-même est cubique parce que si vous avez suffisamment de thunes, vous pourrez même acheter et donc jeter la boîte qui elle-même est un dé. Voilà, c'est relativement fun de se dire que la boîte cubique, elle aussi, est un dé qui est jouable, utilisable dans le jeu. C'est plutôt fun. Pour le reste, bon, ça paye pas de mine et ça révolutionne pas quoi que ce soit dans l'univers ludique, mais ça peut être assez marrant. Voilà, à tester. Il n'y a pas de VF, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de texte in-game. Donc si une personne comprend le jeu, les règles, et qu'elle est en mesure de l'expliquer à ses petits copains autour de la table, ça devrait pouvoir suffire. Pour ce qui est des pledges, on a un pledge à 15 $ pour le jeu de base avec l'extension. C'est l'extension uniquement, Heal or Steal.
25 pour la seconde édition de Dice Fights, avec donc la seconde édition un petit peu améliorée, on va dire. Sinon, on a aussi le pledge Dice Goblin Earl qui vous propose le jeu de base ainsi que l'extension Heal or Steal, donc le tout pour 35 $. Sinon, on a aussi quelques petits éléments de deluxification avec des pledges un petit peu plus conséquents. Mais en gros, hein, si vous voulez la totale sans deluxification, c'est 35 $, c'est relativement abordable. Ça a l'air d'être relativement fun, encore une fois. Est-ce que c'est indispensable? Je suis beaucoup moins convaincu, mais fun, oui, il y a de grandes chances. 92 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un petit jeu de cartes, de gestion de main et de set collection tout mignon. Ça s'appelle Oddities, a Peculiar Card Game. Pour l'instant, on est déjà à 260 contributeurs et pour autant, le projet n'est pas encore financé comme vous pouvez le voir. On est à environ 7000 € sur 9000 nécessaires. Mais bon, ça devrait pouvoir être fait dans les jours à venir et il en reste 20 avant la fin de la campagne. Ce n'est pas un primo-éditeur, je pensais, mais Twisted Branch en est à son second projet sur Kickstarter, le premier s'étant soldé par une annulation. Oui, je me souviens en avoir parlé très brièvement, Escape from Camp Creepwood. Et donc, c'était soldé par un échec cuisant, avec 100 contributeurs. Ah oui, bon, en même temps, l'objectif était quand même 43 000 € pour un primo-éditeur qui n'avait pas fait beaucoup parler de lui, même si on en avait parlé brièvement dans le menu crowdfunding, c'était l'été dernier. Et du coup, avec Oddities, ça semble quand même un petit peu mieux parti. Un petit jeu vraiment très mignon, c'est pour 2 à 8 joueurs, pour 8 ans et plus, donc un jeu très familial. Qui plus est, il est relativement court, donc relativement facile à sortir, puisqu'il vous faudra entre 15 et 60 minutes, j'imagine que ça dépend beaucoup du nombre de joueurs autour de la table, pour espérer finir une partie. Voilà, des cartes toutes mignonnes, avec des petits esprits de la forêt, différentes cartes pour tout autant d'effets, et de petits logos pour l'aspect donc set collection, avec un aspect de gestion des saisons, des cartes que l'on va pouvoir utiliser en fonction du timing qu'on espérera être idoine, on va dire. C'est relativement charmant, ça coûte 20 $, donc encore une fois c'est relativement abordable. Il y a moyen de deluxifier un tout petit peu, mais vraiment sans grand intérêt, avec un petit token en métal pour le premier joueur par exemple, pour 4 $ de plus. Bon, il y a moyen d'en mettre une petite peluche qui, pour le coup, a l'air vraiment toute choupie, mais là, ça coûte un petit peu plus cher. Bon, vraiment pas très intéressant. Le gameplay se limite uniquement à ce pledge de base de 20 $ et c'est bien suffisant. Reste à voir si, dans les faits, en termes mécaniques, Oddities est suffisamment intéressant pour justifier un pledge. Sachez en tout cas qu'il n'y a pas de VF durant cette campagne de Oddities, mais sur le papier, ma foi, ça a l'air d'être plutôt mignon, plutôt charmant, relativement court et familial, ça pourrait plaire à pas mal de monde. 260 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne qui n'ont pas encore financé. Petit détour du côté de chez Ulule, donc projet francophone, vous vous en doutez, c'est d'ailleurs le nouveau projet de Omea Games que vous connaissez bien. Alors si je me souviens bien, ce sont des Belges et non pas des Français, mais vous les connaissez pour plusieurs projets, le plus célèbre à ce jour étant Eternitium, je mélange toujours les deux. Il y a un jeu qui s'appelle Eternitium, l'autre qui s'appelle Eterneum ou quelque chose comme ça. C'était Eternitium pour le coup. Ils avaient fait 2 campagnes, un jeu de deck building vraiment très joli visuellement, qui avait fait 2 campagnes couronnées de succès. Une pour le jeu de base, une pour une extension next-gen. Et du coup, ils nous reviennent. Ils avaient aussi fait un autre projet sur Kickstarter à l'époque, si je me souviens bien. Mais j'ai oublié le titre de leur premier jeu. Donc j'étais pas très fan de l'aspect visuel, soit c'était Valrock, si mes souvenirs sont bons. Quoi qu'il en soit, ils nous reviennent avec un 3e jeu. Cette fois-ci, il s'agit de Forest Leader, c'est pour 3 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes, et c'est pour 8 ans et plus, donc un jeu très familial, avec bien sûr une VF, mais bon ça c'est très évident, vous savez que quand on parle d'un projet sur Ulule, il y a forcément une VF. Et pour l'instant le projet ne démarre pas en trombe, soyons honnêtes, 20 contributions, c'est très léger pour un projet qui s'est lancé il y a 2 jours au moment où je m'enregistre, il reste encore 22 jours et on est sur Ulule, et l'objectif de financement est relativement faible, donc ça devrait quand même pouvoir se faire, soyons optimistes, mais ça fera pas un super score, ce qui est un petit peu dommage, parce que Omea la dernière fois sur leur jeu de deck building, donc Eternitium, a plutôt
bien marché, c'est un jeu qui a réussi à se faire une place quand même intéressante, mais là, Forest Leader, pour l'instant, ça intéresse un peu moins. Alors pour le petit synopsis, relativement court, au cœur d'une forêt mystérieuse, la nature n'est pas toujours paisible, des clans d'animaux coexistent, s'allient et rivalisent pour dominer ce royaume sauvage. En tant que chef stratégique, vous recruterez les meilleurs clans dans vos tribus tout en influençant la cour des chefs, où tout peut basculer à chaque instant. Saurez-vous optimiser vos alliances et prévoir les changements pour guider votre camp vers la victoire dans Forest Leader. Voilà. Un jeu de cartes relativement classique visiblement, si ce n'est qu'apparemment on choisit une sorte de draft et ensuite on va redistribuer les cartes, si je comprends bien, à droite et à gauche. Alors, vous l'aurez compris, hein, comme souvent sur Ulule, je ne check pas la campagne en grand détail parce que il vous suffit de lire par vous-même, vous n'avez pas tellement besoin de moi pour le faire. Alors bien sûr, si le projet m'intéresse fortement, je lis en détail. Là pour le coup, c'est visiblement pas un jeu qui m'attire outre mesure, donc j'ai pas checké les règles au-delà de ça, tout simplement. Donc je vous laisse découvrir Forest Leader actuellement sur Ulule. On va quand même regarder brièvement les niveaux de pledge. On a entrevu d'ailleurs que Ethanitium sera disponible. Pour ce qui est de Forest Leader, c'est 16 €. Pour ce qui est du jeu de base, avec 5 jetons de points également. Sinon, 16 € pour un playmat en néoprène, j'imagine. Ensuite, on a des sleeves, donc des protège-cartes qui sont disponibles. On a un petit t-shirt à l'effigie de Forest Leader. Je suis jamais très fan du merch, comme on dit en anglais, donc de tout ce qui est produit dérivé. Surtout pour un truc qui n'existe pas encore, surtout pour un truc avec une très faible audience. Pas hyper convaincu, mais pourquoi pas. Voilà, donc Ethanitium, on le voit ici, il y a un pack Ethanitium, jeu de base, plus extension, plus playmat et protège carte, le tout pour 49 €. C'est relativement abordable comme pack, ma foi. VIP RIP, notre troisième jeu de société. Alors peut-être que pour le coup, ils n'ont pas fait de campagne de financement pour celui-ci. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Ok. Valrock, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est à peu près tout. Donc on peut aussi mettre la main sur leur précédent jeu. Donc c'est éventuellement l'occasion pour ceux qui auraient raté Ethanitium par exemple, ou Valrock encore. Donc 20 contributions, 22 jours avant la fin de la campagne. Pour l'instant, c'est vrai que ça commence assez doucement pour Forest Leader. On enchaîne avec Shadows Deep. Il s'agit d'un jeu qui vient mêler deck building, combat, un petit aspect de nutrition, feeding, et thème assez profond de vampires face à des chasseurs de vampires, sauf que la petite originalité du projet, c'est que cette fois-ci, vous incarnez les vampires et non pas leurs chasseurs. Il s'agit ici d'un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs pour des parties de... j'arrive pas très bien à lire, c'est quand même très petit, 35 à 40 minutes je crois, pour 14 ans et plus. Pour l'instant le projet a recueilli 160 contributions, 8000 € d'engrangés, donc c'est largement financé. 26 jours avant la fin de la campagne, vous reconnaîtrez potentiellement l'ADA qui est partagée par pas mal de projets de l'éditeur. L'éditeur en question, il s'agit de The Moon Grail, qui nous vient des États-Unis et donc du Texas. Et je vous disais donc que vous les reconnaissez peut-être parce que, par exemple, avec Dungeons of Dragmar ou encore avec In the Heart of Darkness, je pense que c'est un peu le même illustrateur ou la même illustratrice que l'on retrouve derrière. C'était un peu différent pour Machines to the Sky, qui pour le coup était plus joli, je trouve, et qui pour le coup, lui, avait une VF. Et donc on retrouve le même univers un petit peu que In the Heart of Darkness pour Shadows Deep, qui avait déjà connu une campagne pour sa version print and play il y a quelques temps, et quelques temps c'était plus précisément il y a environ 4-5 mois, c'était en septembre dernier. Il y avait eu 160 contributeurs à ce moment-là. Et actuellement, pour la version physique, on est également exactement au même chiffre, 160 backers, 8000 € d'engrangés, donc je le disais tout à l'heure. Et donc, c'est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez des vampires pour des parties relativement courtes. C'est relativement accessible, même si la thématique fera peut-être en sorte que les parents gardent leurs enfants un petit peu éloignés si ces derniers sont un peu trop petits. Et si vous baquez cette version physique de Shadows Deep, vous aurez également une mini-extension intitulée Eternal Hunger, qui sera gratis, incluse dans votre pledge de base. Cette fois-ci, pas de VF en revanche pour Shadows Deep. Et petite confirmation, c'était pas donc 35, c'était 15 à 40 minutes. Ça peut potentiellement être très court en réalité.
Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, vous incarnez des vampires face à des chasseurs, c'est un jeu coopératif avec des vampires légèrement asymétriques d'un personnage à l'autre, avec une DA relativement sympa, même si on peut ne pas être très fan non plus, c'est un coup de crayon assez particulier, mais c'est pas vilain en soi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour ce qui est de Shadows Deep. Très rapidement quand même, combien ça coûte, j'ai même pas checké pour le coup. On va regarder directement ici, bon le PDF on s'en fout. Lord Vampire c'est 39 $ pour ce qui est du jeu de base, plus le print and play, plus une boîte en forme de cercueil. C'est plutôt original. Sinon, Ancient Vampire, 57 $ pour la totale, avec l'extension The Wrath of Khal également, avec un playmat, j'ai l'impression aussi, peut-être. J'arrive pas très bien. Si, c'est ça. Ouais. Néoprène mat, donc oui, c'est bien ça, hein, un petit playmat. Sinon, on a petit all-in également à 117 $, mais là, du coup, en plus du jeu, on a aussi du coup In the Heart of Darkness et Machines to the Sky, donc deux de leurs précédents jeux. Voilà donc pour ce qui est de Shadows Deep, la dernière entrée de la semaine, 160 contributeurs, 8000 € d'engrangés pour l'instant. On entre donc dans la seconde catégorie du jour, à savoir les plats principaux, projets un petit peu plus intéressants, attrayants, d'un point de vue un peu subjectif objectif encore une fois, et on commence avec Casinopolis, le nouveau projet de Barton Shy Games. Eux aussi sont des clients très réguliers du menu crowdfunding, puisqu'on est à la 70e campagne Kickstarter depuis l'apparition de Barton Shy sur la plateforme. C'est cet éditeur qui s'est spécialisé dans les tout petits jeux, les fameux micro-jeux que l'on retrouve très fréquemment désormais chez Matago pour ce qui est des VF. Et donc non, malheureusement, Casinopolis n'a pas encore de VF. En revanche, si vous êtes intéressé par le projet, il y a de fortes chances que dans quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans peut-être, eh bien vous trouviez une VF grâce à Matago, parce que j'ai l'impression que les petits micro-games de la gamme de Matago, généralement, rencontrent plutôt un beau succès. Casinopolis, c'est déjà près de 1500 backers 7 jours avant la fin de la campagne. Et visuellement, ça vous rappelle peut-être quelque chose, et c'est bien normal, puisque Casinopolis, c'est une nouvelle, une nouvelle mouture de leur jeu le plus populaire à ce jour, à savoir Sprawlopolis, qui doit s'appeler Megalopolis, je pense, en VF chez Matago, à vérifier. Un jeu dans lequel vous avez donc masse de cartes, toujours composé de 4 quartiers, avec des routes également, et parmi ces, normalement c'est 18 cartes pour le jeu de base, il y a des petites micro-extensions de ces deux-là. Parmi les 18 cartes, vous en avez 3 qui vous allez retourner, et sur le recto se trouvent des missions. Et donc à chaque partie, les 3 cartes que vous allez prendre seront donc aléatoirement choisies, et vous offriront donc une combinaison de 3 missions qui vous permettront différents types de scoring, et donc vous devrez faire un petit peu d'urbanisme avec les cartes que vous avez. C'est un jeu coopératif, et c'est donc sur ce jeu que se base également Casinopolis. On avait déjà eu Agripolis, je crois, Agricopolis, je ne sais plus exactement. Bref, ils en sont, je crois, à la 3e mouture, et c'est le même principe exactement. Vous avez des cartes avec cette fois-ci des petits logos qu'on retrouve dans les machines à sous, puisque Casinopolis, voilà. Des diamants, des trèfles à 4 feuilles, des fruits par exemple, mais c'est le même principe. On va retourner 3 cartes sur les 18, ce sont des missions qui nous propose des façons de scorer des points. Simplement, la façon de scorer des points va être un petit peu différente que celle que l'on avait l'habitude de voir dans Sprawlopolis. Mais sinon, c'est exactement la même chose. On prend une carte, on la pose à côté ou en partie en superposition sur une autre carte précédemment jouée, et on essaye de faire au mieux pour répondre justement aux critères de scoring des 3 cartes choisies en début de partie. Voilà, c'est à peu près tout. En réalité, c'est la même chose que Sprawlopolis, avec des petits twists sur le scoring, avec des petits twists sur les logos qui sont présents sur les cartes et qui n'étaient pas présents dans le jeu d'origine, par exemple. Si vous pledgez durant cette campagne, vous avez aussi une micro-extension intitulée Place Your Bets, 6 nouvelles cartes qui viennent ajouter des méga structures et des façons de scorer encore un petit peu différentes, mais sinon c'est quand même grosso modo la même chose. Vous pouvez pledger pour le print and play à 3 $, sinon la version physique de Casinopolis
ainsi que l'extension Place Your Bets vous coûtera 12 $. C'est un peu le prix habituel de tous les Barton Shy Games. Vous pouvez aussi justement mettre la main sur l'ensemble de Quelque chose Police. Donc les 4 épisodes, c'était pas 3, c'était 4, parce qu'il y a aussi Naturopolis que j'avais oublié. Donc toute la série des Police pour 39 $. Est-ce que ça se justifie? Bah, c'est une question qui se pose. Je crois que Sprawlopolis et Agropolis étaient jouables ensemble, si mes souvenirs sont bons. Naturopolis, j'en ai pas souvenir. Mais bref, est-ce que du coup ils sont suffisamment différents les uns des autres pour aller pledger à 39 $ la totale? Je suis pas super convaincu. À voir, vous me direz éventuellement pour ceux qui ont eu l'occasion de tester les 3 ou 4 jeux précédemment sortis dans cette série, est-ce qu'ils sont suffisamment différents pour être intéressants? Voilà. Pour ce qui est du frais de port, bah malheureusement les frais de port pour les jeux de Barton Shy Games de par leur taille, c'est relativement inintéressant pour les Européens ou même tout simplement les personnes résidant en dehors des États-Unis ou du Royaume-Uni. Pour le Canada, c'est quand même 17 à 24 $ en fonction du nombre de jeux que vous allez prendre, parce que vous pouvez piocher dans leur catalogue qui est désormais assez conséquent. Donc 17 à 24, Europe sera 20 à 30 et dans le reste du monde ce sera 21 à 40 $ de frais de port, ce qui les rend assez inintéressants si vous n'êtes pas donc au Royaume-Uni ou aux États-Unis. En revanche, encore une fois, je l'ai dit, vous aurez certainement une VF à terme grâce à Matago, j'imagine. Voilà donc pour ce qui est de Casinopolis, 1500 contributeurs si j'arrondis, 7 jours avant la fin de la campagne. Enchaînons tout de suite avec le projet Cocorico de la journée. En réalité, il y en aura plusieurs. On en a déjà mentionné par le passé, enfin même si du coup Omea c'était plutôt belge que français. Mais là pour le coup français, hein, c'est Youssef Fari qui revient avec un nouveau projet sur Kickstarter, cette fois-ci exclusivement en français. C'est rare parce que généralement on nous propose un jeu en français mais également en anglais, parfois plus de langues que ça. Mais là pour le coup avec les Sœurs de l'Alliance, Youssef nous propose un projet uniquement francophone qui pour l'instant a déjà recueilli 600 backers, 53 000 € d'engrangés 10 jours avant la fin de la campagne. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez checker la chaîne des Ludovores. On a pondu nous-mêmes une petite vidéo de review il y a de ça 2 jours je crois. Et c'est votre serviteur qui s'en est occupé, un jeu solo, donc review solo également. Je vous l'ai également dit dans la vidéo en question, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis tout de go. Je ferai également une vidéo de gameplay dans les jours à venir pour les Sœurs de l'Alliance, donc je pense en début de semaine prochaine, certainement mardi, mercredi, ça devrait être publié, je pense, on verra. Et donc, les Sœurs de l'Alliance, c'est la suite en réalité de Spirit of Eden et de Colossus. Donc on partage encore le même univers, simplement c'est la suite chronologique on pourrait dire, après Spirit of Eden où le roi Asmoth, le maléfique roi Asmoth a essayé de conquérir l'Éden et il a été repoussé par Noah et les esprits de la forêt. Ensuite Noah a dû faire appel à Netopha pour aller vaincre le colosse Og qui avait été réveillé par le roi Asmoth. Le combat s'est soldé par une victoire douloureuse, mais quand même une victoire de Netopha. Mais Noah a bien compris que si l'on voulait arrêter les agissements néfastes pour l'Éden de roi Asmoth, eh bien il fallait simplement passer à l'attaque. Et pour ce faire, elle réveille les 3, je crois que c'est 3, j'ai oublié, Sœurs de l'Alliance, bref des guerrières mythiques, un groupe de guerrières mythiques, pour aller attaquer directement chez lui le roi Asmoth et donc tous les sbires qui composent son armée. Dans les Sœurs de l'Alliance, on a une sorte de dungeon crawler. On va choisir en début de partie un des 4 boss présents. On va composer une tour, un donjon, dans lequel on va évoluer, on va faire des combats, on va faire face à des pièges, on va aussi récolter des trésors parfois, on va se frayer un chemin jusqu'au dernier étage, puis jusqu'au boss, en essayant aussi d'utiliser tous les points d'expérience que l'on aura acquis en vainquant des adversaires pour aller choper de nouvelles cartes plus puissantes ou alors en retournant les cartes qu'on a déjà en notre possession sur leur face un petit peu améliorée. Donc vous l'aurez compris, deck building, dungeon crawler, le tout pour des parties de 30 minutes en solo exclusivement.
Et c'est ma foi très très sympa, hein. Je vous recommande bien sûr d'aller voir la vidéo de review si ce n'est pas encore fait, mais on est encore une fois sur une très belle réussite, hein. De toute façon avec Yosef, on sait qu'on part toujours quand même sur quelque chose de solide. Donc plusieurs vidéastes, on voit Itrigan, on voit Zogma, ou encore le lutin. Pour ce qui est du labo des jeux, ce n'est pas une vidéo mais c'est un podcast ou parfois des articles écrits, où on voit JB qui en a pondu aussi un article sur le jeu. Et puis bien sûr votre serviteur également ici, un excellent jeu, extrêmement malin, etc., etc. Encore une fois, allez checker la vidéo pour en savoir plus, vidéo qui se trouve d'ailleurs ici, mais on aura aussi la vidéo de Zogma, d'Etrigan, allez voir un petit peu ce qui vous chante. Et puis sachez-le également, je vais vous parler de deck building et de dungeon crawler, mais les Sœurs de l'Alliance, c'est aussi une première tentative dans le JCE, donc le jeu de cartes évolutif de la part de Yosef, puisque si vous pledgez durant cette campagne, vous ne recevrez pas que les Sœurs de l'Alliance, vous recevrez également 2 autres chapitres, les Alliés de l'Éden, puis la chute d'Asmoth. Et donc ce sera espacé de 2 ou 3 mois à chaque fois, donc vous aurez le chapitre 1, puis le 2, puis le 3, qui viendront rajouter d'abord de nouveaux adversaires, peut-être de nouvelles pièces dans le donjon, de nouveaux mots-clés, de nouvelles cartes bien évidemment, que ce soit pour enrichir notre deck, mais également de nouvelles cartes d'adversaires ou de boss également. Donc très hâte de voir ce que proposent les 2 autres chapitres. Pour autant, est-ce que je vais le backer? Je sais pas exactement. J'ai beaucoup apprécié le prototype que m'a fourni Yosef, là-dessus pas de souci. D'ailleurs je n'aurais pas fait de vidéo de gameplay dans les jours à venir si ce n'était pas le cas. Mais j'avoue que j'apprécie moins que Spirits of Eden ou encore Colossus, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à sortir, ils sont moins longs notamment, et puis parce que la DA me plaît plus dans les 2 autres épisodes, donc Colossus et Spirits of Eden, que ça n'allait le cas pour les Sœurs de l'Alliance, même si ça reste très agréable. Mais pour les Sœurs de l'Alliance, juillet pour les Alliés de l'Éden, et donc novembre pour la chute d'Asmoth, donc pour les 3 chapitres qui composent l'histoire des Sœurs de l'Alliance. Autre raison qui fait que potentiellement je ne backerai pas les Sœurs de l'Alliance, c'est qu'il n'y a qu'un seul niveau de pledge, et il est quand même très conséquent. Alors, en même temps, il y a 3 boîtes, donc ça se justifie, là-dessus il n'y a pas de souci, mais je pense que les habitués des campagnes de Yosef, qui back quasiment chacune de ces campagnes, sont plutôt habitués à des jeux qui vont entre 15, 20, 30 euros, et là il va falloir débourser 70 euros d'un seul coup pour, il est vrai, donc recevoir 3 boîtes au fur et à mesure de l'année 2025. Mais ça fait quand même une sacrée somme au final. C'est vrai que je pense que si il faisait plusieurs campagnes espacées avec des extensions des Sœurs de l'Alliance, la pilule passerait peut-être plus facilement. Mais 70 euros d'un seul coup, effectivement, c'est un investissement. Donc à vous de voir. Je pense que la qualité sera au rendez-vous parce que c'est Yosef, parce que le prototype est déjà très très bon en l'état. Mais c'est vrai que c'est une somme quand même. 605 contributeurs 10 jours avant la fin de la campagne pour les Sœurs de l'Alliance. Petit détour du côté de chez GameFound avec Earth Under Siege, avec une extension Nemesis, donc une réimpression de Earth Under Siege Flashpoint, qui s'accompagne de l'extension Nemesis. Il s'agit d'un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, avec de l'infiltration pour défendre notre planète Terre, qui subit les assauts de différentes races aliens dégueulasses. Pour l'instant, 725 backers, 130 000 euros d'engrangés, c'est donc financé, d'ailleurs c'est pas des euros, c'est des dollars, mais on s'en fout. 12 jours avant la fin de la campagne, donc pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 2 heures. En réalité, ici on nous dit 60 à 90 minutes, donc pourquoi 2 heures ici? Allez savoir, mais bon, disons 1h30, hein, on va couper la poire en deux. 1h30 pour ce jeu coopératif d'infiltration, de combat, avec des personnages asymétriques, bien évidemment, vous vous en doutez, qui a plutôt une bonne réputation. Le jeu de base a plutôt convaincu les backers, hein, puisqu'il a quand même une assez bonne note, il est plutôt bien évalué sur Board Game Geek, et généralement, les créateurs de contenu qui en ont parlé ont plutôt été conquis également. Sachez également, avant que je ne l'oublie, que vous avez une VF qui sera disponible quoi qu'il arrive en PDF, et qui sera aussi disponible en version physique. En revanche, ça dépendra de la quantité de backers pour chacune des langues en question. Pour l'instant, il y a 14 backers français, c'est peu, et du coup 14 backers français, ça veut dire 50 $ de plus sur un pledge all-in pour avoir votre version en français. C'est très très cher.
S'il y a plus de 500 backers par langue intéressée, bah là par contre la traduction sera gratis, enfin, gratis. Le jeu ne coûtera pas plus cher que vous le preniez en anglais ou en français par exemple. Mais soyons honnêtes, on n'atteindra jamais 500 backers. Mais c'est une solution intéressante. Du coup, il propose véritablement une VF, physique qui plus est, mais beaucoup plus cher que la version anglaise. Ceci dit, si vous voulez vous contenter d'une version française numérique, ce sera pas plus cher que la version normale, parce que vous recevrez le jeu en anglais, simplement tout le matériel, et les règles bien sûr seront traduites dans un document en PDF, quoi, en gros. Voilà, avant d'oublier, maintenant c'est dit. Pour le reste, ben, vous le voyez, hein, donc quelques personnages différents avec leurs miniatures généralement assez clean, différentes races aliens qui sont tout autant de menaces également, et donc c'est un jeu d'infiltration avec apparemment de l'infiltration plutôt bien foutue si on en croit les différents retours des créateurs de contenu. Il y a finalement assez peu de jeux qui vous proposent des expériences assez, comment dirais-je, immersives d'infiltration. Il y avait le jeu de Cheap Theory Games dont j'ai oublié le titre qui semblait le faire plutôt de manière efficace également, mais n'ayant pas d'expérience avec les jeux d'infiltration dans le jeu de société, je ne saurais pas exactement vous en dire grand chose. Vous pouvez checker les règles ici, on voit un drapeau français, est-ce qu'elles sont d'ores et déjà disponibles en français? Oui, vous pouvez trouver les règles en français directement sur un Google Doc, sur un Drive. Bon, le fichier est trop volumineux pour pouvoir le regarder directement ici en aperçu, c'est dommage, mais bon, vous pouvez trouver les règles en français apparemment. Est-ce que la qualité de la traduction est au rendez-vous? Par contre, là, je ne sais pas. Mais vous me direz éventuellement si vous êtes éventuellement quelqu'un qui a pu déjà jouer à Earth Under Siege Flashpoint pour ce qui est du jeu de base, et vous me direz si ça vous a convaincu. L'extension World Killer Expansion, donc elle était déjà présente dans la première campagne. La nouveauté, en revanche, c'est donc l'extension Nemesis, qui fait l'objet de cette campagne et qui vient rajouter encore plus de nouveaux personnages tels que le Harbinger par exemple, Red Death, The Flayer, bref, pas mal de personnages, que ce soit des personnages jouables ou des monstres, enfin des adversaires quoi en gros. Et ça vient aussi ajouter de nouvelles tuiles bien sûr, et pas mal de petits plateaux de personnages. Voilà, pour ce qui est des pledges, vous avez Frontline Pledge, donc c'est le pledge de base pour la boîte de base, simplement sans extension, 130$, c'est quand même très très cher. Bon, le matos c'est conséquent, il y a beaucoup de plastoc à l'intérieur, donc bon, c'est vrai que c'est cher, mais la boîte est quand même conséquente aussi. Donc 130$, c'est le pledge de base. Ensuite, vous avez un pledge 270$, donc si vous voulez l'extension World Killer, ainsi que l'extension Nemesis. Ensuite, Nemesis Pledge, c'est pour ceux qui ont déjà le jeu d'origine, vous prenez donc juste la nouvelle extension. Et puis ensuite le retail, donc ça c'est pour les boutiques, donc un peu moins intéressant pour vous a priori. Voilà donc pour ce qui est de Earth Under Siege et l'extension Nemesis. Et rapidement pour les frais de port, c'est 25 à 37 pour le Canada en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Union Européenne, c'est de 15 à 27. Pour nous qui sommes en Asie, ce serait 75 à 89$ de frais de port. Quoique nous on est au Japon, donc non c'est moins cher. Japon c'est 26 à 38, donc un peu plus abordable quand même. Mais heureusement c'est un jeu qui m'attire pas outre mesure, de par sa thématique déjà, et puis parce que même les mécanismes, l'aspect un petit peu dungeon crawler par exemple aussi, m'attire assez modérément. Mais ceci dit, jeu qui a plutôt une bonne réputation. Donc 725 backers, 130 000$ d'engrangés pour l'instant, 12 jours avant la fin de la campagne pour Earth Under Siege. On enchaîne avec Wild Scale Swamps, l'extension de Explorers of the Woodlands, un jeu français de From the Woods Studio qui avait été édité en français via Matago notamment. Et la première campagne c'était quand même très très bien passé, c'était il y a quoi 2-3 ans déjà, hein, je pense que ça commence à faire un petit peu de temps. 3000 backers à l'époque, hein, pour un primo éditeur c'était un très très beau résultat. C'était en 2022, donc ça fait un peu moins de 3 ans au moment où je vous parle. Et donc le jeu connaît sa première extension, Wild Scale Swamps, qui vient ajouter un nouveau héros jouable que l'on aperçoit ici, une sorte de loutre, mais également de nouveaux adversaires, une nouvelle campagne également, dans cette nouvelle extension qui vient donc renouveler un petit peu l'expérience. La campagne débute moins bien que la précédente, hein, soyons honnêtes, 500 backers, 16 000€ d'engrangés, le jeu est donc financé, 17 jours avant la fin de la campagne.
On devrait pouvoir aller chercher, titiller en tout cas les 1500 backers au rythme où l'on va actuellement, mais ça fera quand même moins bien que le jeu de base, qui, il est vrai, a une évaluation BGG qui n'est pas extraordinaire. Il tourne aux alentours de 7 sur 10, ce qui est pas mal du tout. D'autant plus qu'il s'agit d'un jeu plutôt familial, donc généralement moins bien noté que les jeux un peu plus initiés, voire experts en général. Pour rappel, je dis que c'était un jeu familial parce que, est-ce qu'on va trouver les informations ici? Je crois que c'était pour 10 ans et plus, quelque chose comme ça devait faire une partie d'environ 1 heure, avec différents personnages légèrement asymétriques, une sorte de dungeon crawler très light. C'était jouable pour 1 à 4 à l'origine, désormais 1 à 5 joueurs, je pense. En tout cas, un 5e héros, mais est-ce que c'est pour 1 à 5 joueurs? Je ne sais pas exactement. J'arrive pas à retrouver les petites informations importantes. C'est dommage de ne pas les avoir mis. Je crois que c'est 1 à 5 maintenant, en partie d'environ 45-60 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est pour du 10 ans et plus, et je pense même qu'à 8 ans, vous pouvez déjà commencer à le tester. Ça vient rajouter plein de tuiles, une nouvelle campagne. On peut imaginer aussi que le nouveau personnage un petit peu asymétrique vient ajouter quelques petites mécaniques différentes peut-être. Un jeu qui n'est pas sans aléatoire, mais qui est vraiment charmant, qui a une très jolie DA, que j'ai eu l'occasion de tester une fois sur TTS avec un éditeur japonais, parce que From the Woods est une des entreprises qui est un petit peu sous l'aile de l'agence de licence pour laquelle je travaille. Mais je me souviens assez mal, je crois qu'on n'a même pas terminé la partie. C'était assez sympa, ça m'a pas marqué outre mesure non plus, mais encore une fois, jeu familial, relativement simple à prendre en main, ça peut quand même séduire pas mal de monde, et puis une très très belle DA qui fait un petit peu penser à Ghibli par exemple. 25 € pour l'extension Wildscale Swamps. Si vous avez raté la première campagne, Explorers of the Woodlands lui-même est à 35 €, donc vraiment un jeu très très abordable. Si vous voulez le combo jeu de base plus extension, c'est 59 €. Il y a aussi un système de pledge 50-50 via Matago, donc le partenaire Matago. Vous baquez donc 50% maintenant, 50% à la réception directement en boutique. Un truc qu'on a l'habitude de voir assez fréquemment. Voilà ma foi pour ce qui est de l'extension Wildscale Swamps de Explorers of the Woodlands. Rapidement pour le shipping, pour la France, ça dépend bien sûr du mode de livraison que vous allez choisir, mais ça peut aller de 6,5 € jusqu'à 14 €. Pour le reste de l'Europe, ça va aller de 11 à 25 € en fonction du pledge que vous allez choisir également. Le Canada 17 à 26, et puis pour nous ce serait j'imagine 20 à 30. Voilà donc pour ce qui est de l'extension Wildscale Swamps, 464, j'arrive pas à parler, 474 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne. Un autre jeu qui vient s'enrichir d'une nouvelle extension, un jeu chéro, un jeu bien deluxe comme on les aime sur le menu crowdfunding, si ce n'est que pour le coup, An Age Contrived m'attirait assez peu. En tout cas, il m'attirait beaucoup avant la première campagne. Très très belle DA, superbe matos, thématique qui avait l'air intéressante, mais finalement, un jeu qui avait l'air d'être assez aride, dont la thématique était finalement assez peu présente dès lors qu'on entrait un peu plus dans le gameplay, finalement un jeu peut-être un peu trop mécanique, en tout cas c'est l'aspect qu'il semblait dégager pour moi, mais quand même, jeu qui revient sur Kickstarter avec une extension intitulée Folklore and Pilgrimage, donc folklore et pèlerinage, on va dire, qui sont en réalité des modules que vous pourrez ajouter selon votre bon vouloir au jeu de base, donc des modules qui s'intégreront assez facilement, qui n'ajouteront pas d'ailleurs de complexité donc, outre mesure par rapport au jeu d'origine. La campagne se passe plutôt pas mal pour l'instant, on est à 1000 contributeurs à la fin de la première campagne pour ce second projet de Bellows Intent, le premier projet étant le jeu de base de An Age Contrived, et on va aller checker rapidement parce que An Age Contrived avait fait une belle campagne à l'époque, c'était quand même 5000 contributeurs. Et là on est en fin de première semaine de campagne, on est à peu près à 1000, donc vous le voyez bien, ça va faire moins. Ça va faire moins que les 5000 de An Age Contrived à l'époque. Je pense qu'on va plutôt tabler sur 2500, peut-être 3000, ce qui est quand même plutôt un beau résultat. Mais généralement, quand une seconde extension avec le jeu de base plus une nouvelle campagne pour le jeu de base avec une extension fait moins bien, voire beaucoup moins bien que la campagne d'origine, c'est peut-être que le jeu d'origine n'a pas tant que ça convaincu les backers, en tout cas les gens qui ont pu jouer ou acquérir le jeu d'origine. D'ailleurs, An Age Contrived sur BGG, c'est pas fifou, on est aux alentours de 7,
ce qui pour un jeu du coup plutôt initié plus expert avec un superbe matos passé sur Kickstarter avec un bon résultat qui plus est en termes de backer, bah, c'est pas foufou. Et j'ai cru comprendre que beaucoup de gens reprochaient justement le manque de profondeur thématique, hein. On sort assez rapidement de thématique pour retrouver un jeu finalement assez aride, assez mécanique. Après, ça peut être un jeu assez aride et mécanique, mais très bien huilé. C'est peut-être le cas. N'ayant pas testé un Edge Contract, je ne pourrais pas vous le dire. En revanche, sachez que si vous êtes intéressé, vous aurez une VF disponible dans la campagne. Et ça, c'est cool. Grâce à Pixie Games, qui se fait de plus en plus un assez beau catalogue de localisation ces dernières années. Donc An Edge Contrived, un jeu qui a une très belle allure, qui a un superbe matos. Ça dépend de la version que vous allez choisir, mais quand même un très beau matos, même de base. Et un jeu qui devrait quand même charmer pas mal de monde. Après, encore une fois, j'ai pas testé, donc faut voir ce que ça donne en termes de jeu véritablement. On est sur un jeu de engine building, donc de construction de moteurs asymétrique. C'est pour 1 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 1h30, 2 heures, potentiellement un tout petit peu plus, dans lequel vous incarnez des divinités qui vont un peu façonner le territoire, entrer en confrontation. C'est une sorte de jeu simili-civilisation qui n'est pas un jeu de civilisation en réalité. Vous avez aussi l'occasion de mettre la main sur le jeu de base durant cette campagne, en version Deluxe ou en version de base. Il en va de même d'ailleurs pour l'extension de base ou Deluxifiée également. Encore une fois, très très belle allure hein, que ce Edge Contrived. J'ai très envie de le tester. Ça, pour le coup, le tester me ferait très plaisir. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. On est en train de discuter pour voir si on pourrait avoir le contact de l'éditeur pour peut-être choper le jeu de base et en faire une vidéo sur la chaîne à terme. On verra. Mais très 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 beau jeu. D'ailleurs, pour rappel, l'éditeur Bell's Intent, le gars qui a créé le jeu lui-même, bossait pour, alors c'était Panda je crois, peut-être aller checker rapidement, tout en bas ça va être écrit j'imagine, j'arrive pas à trouver, bah écoutez non je retrouve pas, mais en fait c'est un gars qui précédemment bossait dans une usine de production de jeux, je crois que c'est Panda, enfin bref, une des usines les plus, comment dire, les plus prisées, les plus populaires, les plus renommées en Chine, et donc il a tous les contacts pour faire un produit avec un matos fou, avec des tarifs relativement intéressants pour le coup. Et donc, on va passer au pledge maintenant, assez rapidement. Vous avez quelques petits aperçus de ce très très joli jeu. Encore une fois, visuellement, en termes de matos, il est quand même très très classe. Les pledges, on a donc ici à 49$ le pledge pour l'extension uniquement et dans sa version de base, donc 49$. Si vous prenez l'extension en version deluxifiée avec ce plateau de joueurs absolument magnifique, mécanique, très très beau, c'est 79$ pour juste l'extension. C'est quand même très très cher l'extension. Mais donc vous voyez que la qualité du matos est aussi au rendez-vous. Hein. Sinon, jeu de base plus extension en version de base, c'est 110$. Et sinon, si vous voulez le all-in entre guillemets, donc jeu de base plus extension, le tout en collector, donc en gros en version deluxifiée à mort, c'est 170$. C'est quand même un sacré coup. Un petit peu de différence aussi en termes d'épaisseur de boîte, que ce soit pour la collector ou pour l'édition de base, jeu de base comme extension d'ailleurs. C'est assez conséquent, hein. L'augmentation de la taille est quand même assez conséquente. Sinon, vous pouvez prendre des add-ons, peut-être l'occasion de faire des sortes de pledges groupés. Par exemple, vous pouvez prendre uniquement l'extension, mais vous prenez aussi une boîte de base pour un pote, par exemple, ce genre de choses-là, histoire de faire baisser un petit peu les frais de port potentiellement. Sinon, il y a quelques petits add-ons intéressants, comme ici des marqueurs en métal pour 15$ par exemple. Voilà, à vous de voir si quelques-uns de ces add-ons de deluxification vous intéressent également. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que donc Folklore et Pilgrimage, donc le titre de cette extension, étaient en réalité deux modules qui viennent s'intégrer assez facilement, c'est assez fluide apparemment, au jeu de base. Donc ici vous avez Folklore, le petit module qui a rajouté quelques nouvelles miniatures, de nouvelles cartes également, avec un peu plus de mouvement, une sorte de mouvement réimaginé, on va dire, repensé par rapport au jeu de base. Et puis vous avez ici le petit module Pilgrimage, donc pèlerinage, qui vient ajouter son lot de petits pèlerins, de miniatures de pèlerins, et qui va vous permettre de construire et de gravir le mont Eldranir.
Donc quelques petits ajouts de gameplay qui pourraient renouveler un petit peu l'expérience, ajouter un petit peu de variabilité peut-être. Mais apparemment, on nous précise que quand même ces deux extensions s'ajoutent de manière assez fluide et sans rajouter de complexité au jeu de base. Et ça c'est relativement intéressant. On a aussi de nouveaux personnages avec Chronari et Valimod par exemple, qui sont eux aussi asymétriques. Voilà pour le reste, un petit aperçu du contenu en termes de matos pour la version de base. Déjà la version de base, le matos est vraiment très clean, hein, soyons honnêtes. La version de base, c'est déjà une version deluxifiée pour bien d'autres jeux en réalité. Mais alors, en réalité, qu'est-ce que c'est que cette version Deluxe, me direz-vous, si la version de base est déjà deluxifiée? La différence, eh bien, c'est comme pour le jeu de base, les plateaux de joueurs, les plateaux de mécaniques qui sont ici, qui sont hyper classe, et également plein de petits inserts Game Trays pour faciliter l'installation et le rangement du jeu. Voilà donc pour ce qui est de l'extension, donc c'était Folklore and Pilgrimage de An Age Contrived. Vous retrouverez ici la seule et unique version française, enfin la vidéo française francophone autour de l'extension de An Age Contrived. C'est l'œuvre de notre très cher Nyx, bien évidemment, qui a le chiffre du diable comme nombre d'abonnés. Alors c'est pas 666, c'est 6660 en réalité. Mais donc allez checker la vidéo de Nyx si vous êtes intéressé. Ses reviews sont toujours hyper classe. J'adore sa façon de couvrir les jeux dont il parle. Donc je vous encourage fortement à aller regarder sa vidéo. Pour les frais de port, Canada, ça va aller de 15 à 25 $ en fonction du pledge que vous allez choisir, ce qui n'est pas non plus très cher quand on considère la taille et le poids du jeu. Ensuite, pour ce qui est de l'Union Européenne, ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes, mais on va dire que pour la France et la Belgique, c'est la zone 1, ouais c'est ça. Et donc ça va aller de 12 à 15 $, encore une fois très abordable. Pour nos amis suisses, c'est un poil plus cher quand même, 35 sur toute la ligne. Et puis pour nous qui sommes au Japon, c'est la zone 2, ouais, zone 2, donc 30 à 130 $ de frais de port pour le Japon. Une raison de plus de ne pas y aller pour nous qui sommes au Japon. Voilà donc pour An Age Contrived avec l'extension Folklore and Pilgrimage avec une VF assurée par Pixie qui plus est, 1000 contributeurs 18 jours avant la fin de la campagne. Vous l'attendiez toutes et tous, le voici, le voilà, le projet de Etrigan qui lance son projet en PNP, en Print and Play. Il s'agit de Chromatic Pulse. Donc c'est le premier projet sur Kickstarter de Etrigan, ce créateur de contenu bien connu des amateurs de la chose ludique. Un créateur de contenu qu'on ne présente plus, il est connu comme le loup blanc, avec lequel il partage d'ailleurs le pelage. Et donc Chromatic Pulse, c'est un jeu de dungeon crawler dans un monde cybertech au design manga, beaucoup de mots-clés qui attireront ou repousseront des gens, ça peut être potentiellement assez clivant, mais un PNP de Etrigan, forcément, ça attire le regard. En revanche, bon, il a le petit problème de la première campagne Kickstarter où on n'a encore pas beaucoup d'expérience pour ce qui est de la présentation de la page, et du coup il n'y a pas beaucoup de visuels sur le jeu lui-même. Alors par contre, bien sûr, il a fait lui-même des vidéos pour présenter son projet, normal. Il y avait des vidéos de gameplay également sur Tabletop Simulator. Vous pouvez télécharger la règle du jeu déjà pour savoir un petit peu où vous allez, mais en dehors de ces quelques petits visuels et des liens vers les vidéos que je vous encourage fortement à aller checker, le petit visuel qui est ici, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour ce qui est de la seule page Kickstarter. Donc c'est un petit peu dommage. Je fais partie de ces gens qui apprécient, c'est peut-être aussi parce que je fais le menu crowdfunding, mais qui apprécient en avoir un peu plus de visuels dans la campagne elle-même pour en apprendre plus, plutôt que de devoir forcément aller sur une page d'une vidéo, souvent longue en plus avec Etrigan, soyons honnêtes. Mais ouais, un petit peu dommage que ça manque un petit peu de détails, de visuels, comment présenter un peu le gameplay de manière plus instantanée, plus visuelle pour le coup. L'avantage en revanche pour vous, c'est que la campagne est exclusivement en français, comme celle de Yosef, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les sœurs de l'Alliance, donc tout est en français. Donc bien sûr, vous pourrez vous contenter d'aller checker tout ça par vous-même, aucun souci au niveau du langage pour le coup. Et donc comme je vous le disais, il s'agit d'un print and play, donc à vous d'imprimer tout le matos, éventuellement de plastifier tout ça, etc. pour avoir une plus longue longévité, une plus grande longévité du matériel.
Je suis pas très fan du PNP, sinon j'y serais certainement allé pour soutenir Etrigan, parce que c'est quand même un créateur de contenu reconnu et reconnu, même si je regarde quasiment aucune de ses vidéos en réalité, parce qu'elles sont souvent très longues, j'apprécie quand même beaucoup sa façon de présenter les choses et la passion qu'on ressent vraiment quand on regarde ses vidéos. Et donc il s'agit d'un de ses premiers jeux, parce que je crois qu'il en avait déjà fait un ou deux précédemment, mais il n'a pas fait de campagne pour. Et là du coup, forcément c'est super intéressant de voir un petit peu ce que lui peut concevoir avec un univers qui me parle pas outre mesure, même si le design est plutôt joli de manière globale. Mais ouais, à tester, à voir. Mais de là à le prendre en PNP, il y a quand même beaucoup de matos en plus, donc a priori c'est pas pour moi, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. D'ailleurs on le voit, primo éditeur, si je puis dire, et quand même déjà 550 contributeurs pour un jeu qui est uniquement disponible en français, c'est quand même un assez beau résultat. Et qui dit print and play dit pas de frais de livraison, bien évidemment. Donc vous me direz ce que vous pensez de Chromatic Pulse, ce jeu de dungeon crawler dans un monde cybertech au design manga, premier projet de Etrigan sur Kickstarter. On continue avec un nouveau passage sur GameFound avec Bullet Cubed. Et oui, Bullet, vous le connaissez, certainement, c'est un jeu assez unique en son genre, le jeu de Level 99 Games, un jeu qui va mélanger un petit peu le shoot 'em up, ce type de jeu vidéo que l'on connaît bien, avec le Tetris, plus ou moins, puisque en fait vous allez avoir un personnage chacun légèrement asymétrique, avec des petits pouvoirs asymétriques qui les différencient les uns des autres, des petits sacs avec 5 types de petites rondelles de couleurs, ça va être rouge, bleu, jaune, vert et rose par exemple, qui sont en fait des balles qu'on vous tire dessus, et vous devez essayer de les agencer le mieux possible sur votre plateau pour ensuite les expulser et les renvoyer vers d'autres joueurs. Il s'agit donc d'un jeu compétitif, avec également un mode solo qui apparemment a très bonne réputation. J'ai jamais testé en solo pour le coup. J'avais Bullet il y a encore de ça 1 an et demi, 2 ans, je l'ai revendu entre temps. C'est un jeu qu'on avait beaucoup apprécié mine de rien avec Xavier, mais pas un jeu pour nous en fait. Simplement on reconnaissait la qualité, la très grande qualité de Bullet, le principe est vraiment génial, il fallait vraiment y penser, mélanger le Tetris et le shoot 'em up, avec en plus des personnages et un univers complètement décalé, donc vraiment un super jeu, mais peut-être pas pour nous, en tout cas pas pour moi, ce qui m'a mené à le revendre. Et donc Bullet revient sur GameFound pour Bullet Cubed, avec donc de nouvelles extensions et surtout une solution de rangement pour la totale, tout ce qui est sorti jusqu'à présent pour Bullet. C'est donc pour 1 à 8 joueurs, c'est pour des parties endiablées de 15 minutes, c'est un jeu très court, très accessible, très facile à expliquer également, mais vraiment frénétique. Et donc, jeu asymétrique, compétitif, je vous l'ai dit, qui mêle Tetris et Shoot 'em Up, et vous avez, avec cette extension et cette nouvelle campagne sur GameFound, la possibilité de choper une solution comment dirais-je, je l'ai dit tout à l'heure en français, mais j'ai oublié entre-temps, bref, de storage, ça se dit pas en français, mais c'est pas grave, vous pourrez stocker, le stockage, voilà, tout le contenu sorti à ce jour pour Bullet dans une seule et même boîte. L'avantage de Bullet à la base, c'est que c'est relativement facilement transportable, et là du coup avec le cube, ça le sera peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de matos désormais, beaucoup de personnages, beaucoup d'extensions qui sont sortis. Et en plus de ce fameux cube de rangement global, vous aurez aussi 2 nouvelles extensions au cours de cette campagne. On a ici Bullet Orange, je pense, et Bullet Fan, si mes souvenirs sont bons. Donc 2 nouvelles extensions, ça Orange Plus et Fan, c'était écrit juste en dessous, je suis débile. Bref, quoi qu'il en soit, 2 nouveaux personnages avec encore une fois de nouvelles compétences asymétriques, etc. Et donc pour le résumé, pour ce qui est du gameplay, un jeu de puzzle un petit peu à la Tetris, vous allez avoir des cartes de forme, on va dire des patterns. C'est en fait les emplacements où vous devrez réussir à déplacer les balles qui vous sont envoyées pour espérer supprimer des colonnes, des lignes, etc., et les renvoyer à vos adversaires, avec parfois des prérequis sur le type de balle par exemple. Vous les renvoyez à vos adversaires, et le dernier qui reste en vie à la fin de la partie l'emporte. C'est hyper frénétique, c'est un peu stressant, mais c'est une expérience unique que j'ai jamais retrouvée sur un autre jeu de plateau. Et vraiment intéressant, très bon jeu. Simplement, c'était peut-être pas pour moi, quoi. Le pledge de base est à 35 $, c'est le jeu d'origine, le jeu de base, seul.
Ensuite, le gameplay all-in avec la boîte de rangement, c'est quand même 200$, donc c'est par contre tout ce qui est sorti à ce jour pour Bullet. Sinon, All Things Bullet, là c'est vraiment le all-in de la mort qui tue, donc tout le jeu de base, les pièces de bois plutôt qu'en carton, toutes les extensions, la boîte de rangement, des protège-cartes, du néoprène, bref, la totale, 400$, c'est quand même très 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 cher. Et sinon, entre deux, il y a aussi juste le New Content, donc les nouvelles extensions et la boîte de rangement pour 75$. Voilà, pas de VF malheureusement durant la campagne. On peut espérer qu'on retrouve au moins les extensions de cette campagne en VF à terme, mais pour l'instant difficile à dire. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Même s'ils annoncent dans la FAQ qu'ils sont déjà en négociation avec des éditeurs, avec leurs partenaires habituels. Pour ce qui est du shipping, Europe c'est 16 à 22€, Canada 16 à 23$ canadiens. Ensuite, pour la zone Asie, donc nous on est à 26 jusqu'à 61$ de frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir, bien évidemment. Voilà donc pour ce qui est de Bullet Cubed, actuellement en cours de campagne sur GameFound. 2260 backers mine de rien, 19 jours avant la fin de la campagne et 260 000$ d'engrangés. Vous l'avez certainement deviné quand j'ai donné quelques indices sur l'identité du dessert de la semaine, un projet qui m'intéresse pas outre mesure, d'un éditeur bien connu qui fait généralement de très très gros résultats. Bien sûr qu'il s'agit de Massive Darkness avec l'extension, la nouvelle itération de Massive Darkness, Dungeons of Shadowreach. Massive Darkness est une licence bien connue, c'est de la méritrash, si mes souvenirs sont bons, c'est une sorte de dungeon crawler, on va dire, qui est assez populaire d'ailleurs, et c'est donc le nouveau projet de Simon, l'éditeur aux multiples jeux, généralement couronnés de succès. Alors on va pas tous les voir parce qu'ils ont déménagé sur GameFound assez récemment, donc on va voir les projets les plus récents, mais pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, on avait eu notamment Cthulhu Death Medai, qui est un des jeux les mieux notés sur BG, je crois qu'il fait partie du top 100 si mes souvenirs sont bons. Plusieurs campagnes d'ailleurs sur Cthulhu Death Medai. Ils avaient aussi fait God of War, le jeu de plateau, ils avaient aussi fait Masters of the Universe, ou encore toute la série des Zombicides bien évidemment. On avait vu récemment aussi Dune War for Arrakis, ou encore Super Fantasy Brawl qu'ils ont repris. Et donc Massive Darkness qui est un peu l'une des licences qui les a fait connaître beaucoup aussi, hein. Et donc ils reviennent avec une nouvelle itération de Massive Darkness, Dungeons of Shadowreach, avec toujours ces très très belles miniatures. On le sait, hein, c'est un peu la marque de fabrique également de Simon, les superbes miniatures. D'ailleurs, le saviez-vous éventuellement, Simon, l'anagramme Simon, ça veut dire Cool Minis or Not, donc jusque dans le nom de l'éditeur lui-même, ils se vantent de la qualité de leurs miniatures, et ils ont bien raison, elles sont généralement très très classe. On est à pas loin de 5000 backers, et tout près du million de dollars d'engrangés sur cette nouvelle campagne, 13 jours avant la fin de la campagne. Malheureusement, VF non, VO uniquement durant la campagne pour l'instant, mais vu la popularité de l'éditeur, on aura probablement une VF à terme, mais pas durant la campagne en réalité. Alors, je disais donc que 4700 backers, c'est quand même plutôt un très bon résultat en fin de première semaine de campagne, mais en réalité, si on regarde l'historique de Simon, c'est quand même un éditeur qui nous a habitués à pondre des campagnes qui tournent à 15 000, enfin entre 10 000, 15 000, 20 000 contributeurs parfois, et donc 5 000 en fin de première semaine, ça veut dire que les 15 000, 20 000, on les atteindra certainement pas. 10 000, c'est fort probable, mais au-delà, pas sûr du tout. Revenons en haut de page rapidement, c'est pour 1 à 6 joueurs, on est sur un jeu coopératif avec un mode campagne. Il s'agit bien sûr d'un jeu de dungeon crawler comme je le mentionnais tout à l'heure, avec des bestioles pas très amicales comme vous pouvez le voir, et des personnages asymétriques. Donc c'est aussi tout l'intérêt du jeu, on va bien sûr entrer en coopération avec nos partenaires autour de la table et essayer de trouver les meilleures synergies pour simplement en sortir de ce fameux donjon face à tous les adversaires plus dégueulasses les uns que les autres qui vont venir titiller de nos armes en fait tout simplement, ou de nos sorts magiques également.
Vous aurez durant cette campagne un petit, en fait c'est deux livres de RPG, donc compatible 5e. Je connais pas grand chose à Dungeons and Dragons, mais je sais que le 5e c'est la 5e édition des règles de D&D, donc de Dungeons et Dragons. Et donc c'est compatible au set de règles de Donjons et Dragons 5e édition, mais dans l'univers de Massive Darkness. Donc vous aurez aussi du RPG pour tous les amateurs du genre. Sachez que dans la campagne, vous aurez aussi ça en plus. Pour le reste, une petite présentation du gameplay rapidement. Hein. Pick your class, form your party. Donc vous allez choisir votre classe de personnage parmi les 6 nouvelles classes disponibles dans le jeu. Et donc, form your party, donc former votre groupe, votre compagnie de compagnons, en fait, votre groupe de compagnons, grâce auquel vous allez pouvoir espérer vous en sortir dans ce donjon peuplé de bêtes immondes, plus immondes les unes que les autres. Ensuite, on a donc plein de nouveaux héros, et puis aussi plein de nouveaux monstres. Héros comme monstres seront tous deux asymétriques, et avec de superbes miniatures, toujours aussi classe, toujours aussi détaillées. Hein, ça, c'est vraiment le point fort, l'un des points forts de Simon, ça, et puis le gameplay qui est généralement assez accessible, c'est généralement pas des jeux hyper complexes à prendre en main, des jeux qui sont potentiellement assez faciles à sortir en conséquence. D'ailleurs, combien de temps ça dure, je ne l'ai pas dit je crois. Regardons ensemble. Ouais, si, 60 minutes, je dis. 1 heure, donc ouais, vraiment, encore une fois, hein, des jeux relativement faciles à sortir, hein, pas trop long, 1 heure la partie. Donc plutôt un point positif selon moi, en tout cas un point positif pour ce qui est d'atteindre un large public en tout cas. On a quelques extraits, quelques petits visuels qui ma foi envoient plutôt du pâté. Hein. Visuellement c'est quand même très très joli. Bon c'est Simon, ils savent comment y faire. Hein. Les cartes de personnages comme les cartes d'items pour enrichir votre personnage, l'améliorer en tout cas. Globalement, c'est quand même du très très beau boulot visuellement, même si le côté chibi de certains personnages ne ravira pas forcément tout le monde, mais globalement c'est quand même toujours très très joli, avec des personnages très fortement asymétriques. On voit que même en termes de plateau, ça n'a rien à voir, et du coup c'est assez intriguant. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai, à part Cthulhu Death Medai, jamais testé de jeu de Simon. J'avais beaucoup apprécié Cthulhu Death Medai, je crois que Xavier l'a revendu entre temps, notamment parce qu'on le sortait très rarement, mais aussi peut-être parce qu'on a eu qu'on a eu plaisir de parties assez, comment dirais-je, variables d'une partie à l'autre. On a eu des parties vraiment épiques et absolument géniales, et des parties où on a l'impression de se faire rouler dessus par le jeu sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc c'était un jeu qui offrait parfois des expériences de jeu vraiment vraiment très cool, mais parfois un peu inégales, quoi, on va dire. Donc je ne sais pas ce qu'il en est d'ailleurs pour Massive Darkness, est-ce qu'il en est un peu de même ou pas. Quoi qu'il en soit, vous avez ici l'aperçu des livres de jeux de rôle, mais encore une fois, n'y connaissant rien, je ne vais pas vous en parler outre mesure. Donc on va pouvoir passer directement au niveau de pledge. Alors vous avez ici le Epic Treasure à 150$, avec donc la boîte de base plus une boîte dédiée aux stretch goals. Ensuite, si vous voulez uniquement la boîte de base, c'est quand même 110$ pour le pledge, donc Starting Gear. Voilà, je vais pas trop rentrer plus dans les détails pour ce qui est du gameplay, hein, dungeon crawler, personnage asymétrique, etc. Qu'est-ce qui vient le distinguer de la myriade d'autres jeux dans cette catégorie? Difficile à dire, d'autant plus que j'ai très très peu d'expérience pour ce qui est des dungeon crawlers. Donc on va directement se contenter des frais de port. Pour ce qui est du Canada, c'est 14 à 33$ en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Union Européenne, 12 à 26, et pour les autres pays de l'Europe, mais pas l'Union Européenne, 19 à 42. Et puis finalement pour nous qui sommes au Japon, ce sera 29 à 58$ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Massive Darkness Dungeons of Shadowreach. Je crois que je ne l'ai pas encore précisé, bon, il n'est jamais trop tard pour le dire, que ce n'est pas une extension, mais c'est plutôt un stand-alone. Vous n'avez pas forcément besoin de Massive Darkness premier nom pour pouvoir vous immerger dans l'univers de Dungeons of Shadowreach. Pour l'instant, donc 4700 backers, 967 000$ d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne. Voilà donc pour ce qui est du menu crowdfunding de la semaine, 1h13 d'enregistrement, bon après montage on sera aux alentours d'1h10, 1h05 peut-être, on verra bien. Donc encore une fois un menu relativement léger. La semaine prochaine je regarde rapidement sur mon calendrier, qu'est-ce qu'on nous propose la semaine prochaine. Oh, ce sera quand même très très léger, hein. Encore une fois la semaine prochaine il n'y aura pas grand chose.
Je vois un ou deux projets qui m'intéressent un petit peu, mais sans plus. On va encore une fois sur quelque chose de relativement léger, même peut-être plus léger que cette semaine en réalité. On verra bien. Et sachez également, je serai encore la semaine prochaine de toute façon pour vous le dire, mais que dans 2 semaines, ouais, le 23 février, je pars en France pour 2 semaines, notamment pour le festival de Cannes. Donc éventuellement si vous y êtes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou même un commentaire. On essaiera de se faire un petit coucou sur le salon si vous y êtes présent vous aussi. Donc il y aura le menu la semaine prochaine également. Le menu du 23, je suis pas sûr parce que je serai dans les préparatifs, donc pas sûr du tout, on verra bien. Mais donc a priori, j'aurai une petite absence de 2 voire 3 menus entre le 23 et le 9 mars, puisque le 9 mars c'est la date de mon retour au Japon. Mais bon, je vous rappellerai ça de toute façon la semaine prochaine. Merci encore de m'avoir suivi sur ce nouveau menu crowdfunding, même si encore une fois ce début d'année est un petit peu poussif et qu'il n'y a pas tellement de projets vraiment super intéressants. On se retrouve très prochainement sur la chaîne pour encore plus de contenu sur les jeux de société, avec ou sans notre très cher compère Xavier, sachant que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura donc, je le vois sur la table ici, les Sœurs de l'Alliance avec une vidéo de gameplay dans les jours à venir, en tout cas avant la fin de la campagne en question, le nouveau jeu de Youssef Fari pour rappel. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important, et à la prochaine.